Salut, Jean-Augustin Begré pour lejournaldunumérique.com. Voici ici notre premier podcast audio. Ce podcast portera sur une interview donnée par les fondateurs de la société Tocost, Thibaut et Stéphanie Lanternier. Tocost signifie Tests of Computer Skills et est une société de certification de compétences de logiciels bureautiques, comprenant entre autres Word, Excel et PowerPoint. Stéphanie Lanternier s'est prêtée au jeu et a gentiment accepté de répondre à nos questions. A tout de suite pour l'interview. Et alors, donc vous avez entendu parler de nous comment ? En fait, c'est une attachée de presse de l'agence MCM qui m'a contacté, qui m'a juste proposé. Au début, en fait, elle m'a demandé si j'avais reçu le communiqué de presse qu'il m'avait envoyé par rapport à ça. Je lui avais dit que oui, et ensuite elle m'a proposé une interview, quoi. D'accord. Donc moi j'ai demandé quand ça peut se faire, je lui ai donné mes disponibilités et on a fait ça comme ça. D'accord, ok. Voilà. Et le cofondateur, en fait, il est pas. Si, alors pardon, donc c'est Thibaut qui est là. Il est là. Donc c'est mon frère. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Thibaut Lanternier. Et qui s'occupe plutôt de la partie technique. Ok. En fait, donc donc on est deux associés. On a un développeur qui est pas là parce que sa femme est en train d'accoucher, un stagiaire développeur, un commercial qui est en congé et un stagiaire commercial. D'accord. C'est à peu près l'équipe de base. Enfin, on peut être un peu plus nombreux, mais ça tourne bien comme ça. D'accord. Ouais. Donc vous venez me dire qu'il y avait Thibaut et avec vous. Au niveau des fondateurs, c'est vous deux. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu me donner le parcours de chacun ou... Bah en fait donc Thibaut a 32 ans. 32 ans, ouais. Il avait commencé par bosser en conseil en stratégie et en finance. Il a bossé pendant 6-7 ans. Au moment où on a créé Tocost, il avait envie de passer à autre chose. Sachant qu'il a une formation ingénieur, mais qu'il a toujours été assez autodidacte sur tout ce qui est nouvelles techno. Donc c'est comme ça que moi, quand je cherchais un associé, j'ai tout de suite pensé à lui et qu'il correspondait pas mal on a deux profils assez complémentaires là-dessus. Donc moi j'ai 27 ans. J'ai aussi fait une école d'ingénieur que j'ai complétée par un master d'entrepreneuriat. Et c'est à l'issue de ce master que j'ai commencé à bosser sur Tocost et que j'avais pas forcément envie de monter une boîte tout de suite en sortant de ce master, mais il se trouve que j'avais trouvé une idée qui me paraissait être une bonne idée, que j'ai trouvé un bon associé et du coup on s'est lancé fin 2009 et la boîte a vraiment été créée début 2010. Lui, vous m'avez dit qu'il avait déjà eu un peu d'expérience professionnelle avant. Moi j'avais fait que des stages ou des apprentissages. Donc directement, vous aviez l'ambition directement de monter une affaire, quoi. Exactement. Directement après les études. Exactement. D'accord. Comment en fait elle est venue l'idée de... Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu même avant que vous finissiez vos études ou bien est-ce que... Non, pas du tout. C'est venu spontanément en fait. Un des gros points positifs du master d'entrepreneuriat, c'est que ça apprend vraiment à saisir des idées, à saisir tous les problèmes qu'on peut rencontrer en entreprise et les transformer un peu en idées de business. Et donc, en fait, moi, juste avant mon master, j'étais en stage en finance aussi. Et c'est vrai que Thibaut avait la même impression, c'est que nous, comme on avait ce côté un peu ingénieur, on maîtrisait, ça aide quand même à maîtriser les outils bureautiques parce que c'est une logique, donc nous on maîtrisait très bien les outils bureautiques et c'est vrai que nos N+1 nous étaient un peu coincés quand ils voulaient recruter le successeur parce que ils savaient qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui maîtrisait bien. Eux avaient pas forcément les compétences pour pouvoir évaluer quelqu'un et donc ils avaient besoin d'un outil pour pouvoir le faire. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on se disait que pour avoir nos diplômes, on était obligé de passer des examens de langue comme le TOEIC ou le TOEFL.
Alors que pourtant, dans nos métiers, on n'en avait pas forcément besoin. Alors que la bureautique, c'est sûr qu'on l'utilisait 90% du temps. Donc c'est là où on s'est dit qu'il y avait un vrai besoin là-dessus, et qu'en faisant une étude de marché de ce qui existait déjà là-dessus, on s'est aperçu que c'était quand même des choses qui n'avaient pas bougé depuis 10-15 ans, qui dataient du début de l'informatique, donc qui permettaient d'évaluer des compétences très basiques, et qui n'avaient pas du tout utilisé les nouvelles technos qui permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui, donc de l'évaluation dans les vrais logiciels en ligne, de manière hyper simple pour les personnes qui veulent l'utiliser. Surtout jusqu'à maintenant, je sais qu'au niveau des tests d'évaluation, ça se faisait souvent par écrit. Souvent par écrit, souvent par QCM. Souvent par QCM, et ça, c'est pas très significatif, ou ça montre pas vraiment c'est pas très fiable en fait. Non, exactement. Et puis c'est pas, en fait, autant le QCM c'est adapté pour évaluer les langues, parce qu'en fait la langue c'est avant tout de la mémoire. La bureautique c'est pas du tout de la mémoire, c'est de la pratique, donc le QCM est pas adapté pour ce genre de compétences. Là on va passer au niveau en fait la présentation maintenant de ce que c'est que en fait j'arrive jamais à dire le Tokosk, voilà. Tokosk en fait concrètement, comme vous m'avez dit, en fait c'est un système de certification, c'est-à-dire en fait c'est l'idée de départ, c'était ça effectivement, c'est de se dire proposer une certification pour que les étudiants, les recruteurs, les gens puissent valider leurs compétences. Donc ça c'est quelque chose qu'on propose, qui est utilisé dans certaines écoles de commerce. On commence un peu en école d'ingénieur aussi. Donc c'est l'idée de départ, certification. Donc effectivement un test standard. La certification Tokosk, elle dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie, et elle porte sur les 3 logiciels Word, Excel et PowerPoint. Et donc elle permet effectivement, grâce à des cas pratiques qui sont vraiment inspirés du monde de l'entreprise. Le but c'est pas du tout de faire quelque chose d'académique qui vérifie que vous connaissez la fonction en haut à droite qu'on n'utilise jamais. Le but c'est vraiment de faire quelque chose de orienté business. Et donc en 1 heure et demie on vous délivre un score sur 1% et une cartographie de vos compétences sur ce que vous savez faire ou pas faire. Donc par exemple on va vous dire en graphique Excel vous avez un niveau intermédiaire, ce qui vous permet de faire des graphiques simples, de les modifier, mais pas forcément d'aller au niveau avancé qui lui permet d'aller dans les options avancées d'un graphique, de faire des trucs plus élaborés. Donc vous avez une cartographie comme ça sur toutes les compétences. Avec chaque tâche, la réussite de la tâche, si elle a été maîtrisée. Alors c'est pas chaque tâche, c'est chaque bloc de compétences. Okay. Donc c'est par exemple sur une thématique, donc graphique ou automatisation sous Word, vous avez 4 niveaux qui correspondent à par exemple la mise en page sous Word avancée, ça correspond à quelqu'un qui sait mettre en page et gérer des documents d'une vingtaine de pages, des documents longs quoi. Donc et donc sur chacun de ces éléments, vous avez un score et pour savoir si vous maîtrisez ou pas. Donc ça c'est la partie certification. Très vite on s'est aperçu qu'en fait en B2B, donc pour qu'il y avait un gros marché sur le recrutement et sur la formation, mais qu'en fait ces marchés-là cherchaient pas un outil standardisé, qui cherchaient au contraire un outil adapté à leurs besoins. Donc dans le cas du recrutement, adapté au type de poste qu'ils recrutent, parce que par exemple une assistante de direction, on lui demande pas du tout d'être experte en Excel. Donc eux ils ont besoin de tests sur mesure en fonction des postes, et puis aussi beaucoup dans une logique de formation. Donc pour les boîtes de formation, ce qu'elles cherchent à faire, c'est à valider des prérequis en amont de la formation et certifier des acquis en aval. Et donc pour ça ils ont besoin de tests pareils sur mesure en fonction des compétences sur lesquelles ils forment. Donc on a plusieurs métiers effectivement. On a la certification, le test de recrutement et puis le test pré ou post-formation. Et ça c'est utilisé aussi bien par des boîtes des cabinets de recrutement que par des entreprises en elles-mêmes. En fait moi quand j'ai vu ce concept-là, en fait c'est à ça que j'ai pensé directement. Je me suis dit que c'était vraiment adapté à par exemple à une école ou bien une entreprise qui fait du recrutement ou bien une entreprise de management. S'ils ont besoin
de valider des compétences pour leurs employés ou bien pour des gens qui vont recruter, ça leur décharge un travail, quoi. Ça leur permet d'économiser du temps et au lieu de faire les tests eux-mêmes, ils ont un truc déjà préétabli où ils peuvent tester les employés ou les personnes qui cherchent à recruter. Donc, vous m'avez dit qu'en fait, actuellement, en fait, les clients que vous avez, c'est vraiment des écoles, des agences de recrutement. Et est-ce que vous avez quand même des gens, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs offres. Il y a une offre basique, je crois. Bon, il y a l'offre gratuite. Je pense que celle-là, c'est plus une offre de découverte, quoi. Exactement. Voilà. Mais il y a une offre, je sais plus, s'il y a 5 offres en tout. Il y a la première offre, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est destiné est-ce que c'est destiné aux particuliers? Non, on n'a pas de clients particuliers. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que une certification gratuite, on aurait beaucoup de trafic. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les gens sont plus prêts à payer pour ça sur Internet. En ce sens que par exemple, il y a plein de tests de personnalité, de tests de QI, de tests même de langue qui sont de bon niveau, disponibles gratuitement en ligne, où les gens s'auto-évaluent. Et donc en fait, il n'y a pas de marché payant pour cette population. Et en tout cas pas aujourd'hui. Et donc c'est vrai que nous, on s'est très vite orienté sur le B2B. Et en B2B, on a vraiment des TPE comme des grands groupes. On a pas mal de TPE qui nous demandent des tests parce qu'ils recrutent une assistante, parce que et c'est vrai que nous, on peut leur mettre des tests à disposition dans la demi-heure, donc ça répond bien à leurs besoins. Et au niveau, moi c'est le niveau technique, comment ça fonctionne. J'ai vu que c'était vraiment, on testait les personnes sur des vrais logiciels Word, c'est-à-dire qu'en fait c'est fait à distance. Est-ce que c'est un truc virtuel ou bien est-ce que c'est... Non, alors en fait c'est des machines virtuelles, voilà. Donc des serveurs sur lesquels sont installés les packs Office. Ah ok. Donc c'est directement. Ouais, donc c'est vraiment dans les vrais logiciels et donc c'est une technologie, c'est de l'écran déporté en fait. Ah, donc c'est-à-dire que vous avez le pack Office et par-dessus notre logiciel qui tourne sur un serveur à distance et l'écran est dans votre navigateur. Et pour rebondir sur cela en fait, c'est que je me disais, est-ce que vous pourriez être amené, si par exemple le client le demande, à un enregistrement de la session elle-même en fait, c'est-à-dire que si la personne elle est testée, est-ce que vous pouvez enregistrer sous forme de vidéo? Alors on a hésité à le faire à un moment. En fait, on a une problématique qui est que cet écran déporté bouffe pas mal de bandes passantes et de mémoire. Du coup, rajouter ce système de vidéo par-dessus, ça ralentissait la session. Donc en fait, ce qu'on fait nous, c'est qu'on a des systèmes de log assez poussés. Par exemple, on enregistre toutes les actions clavier du candidat. Donc s'il a cliqué sur tel bouton et on enregistre ces fichiers évidemment à la fin de l'exercice, ce qui nous permet d'avoir un bon suivi de qu'est-ce qui s'est passé pendant la session. Est-ce que le candidat a fait 250 mouvements de clavier avant de trouver la bonne fonction, ou est-ce qu'il a répondu en trois clics. Donc ça permet quand même de suivre. Est-ce que si l'utilisateur il a réussi la manipulation directement, ou bien est-ce que ça lui a pris beaucoup de temps en fait? Ouais, tout à fait. On suit tout ça et on suit la manière dont il a répondu. S'il a utilisé des raccourcis, des boutons, s'il a tapé à la main, tout ça on le suit. Pour avoir vraiment effectivement une analyse fine du profil du candidat. Parce que moi, dans le questionnaire, j'avais à un moment la valeur de la certification, mais concrètement, là, vous m'avez expliqué que vous basiez surtout sur du B2B, donc c'est plus un service que vous rendez à certaines écoles ou certaines boîtes de recrutement, ou je sais pas. Donc je pense que la valeur de la certification en elle-même, c'est pas trop quelque chose que vous recherchez. Alors c'est quelque chose qu'on cherche à construire, si bien sûr, mais c'est vrai que ça prend du temps et que pour que la certification soit connue, pour que la certification soit reconnue, il faut aussi qu'elle soit connue auprès des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on mène les deux de front. Okay. Au niveau du succès, est-ce que vous avez de bons retours depuis le lancement? Ouais, alors en fait on a fait un lancement, le lancement commercial à proprement parler s'est fait en janvier dernier, où là on a commencé à recruter une équipe commerciale, à structurer la stratégie.
on a un taux de de fidélité qui est hallucinant en fait. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un client qui nous a quittés depuis qu'il utilise le service. C'était un cabinet de recrutement africain. C'est vrai qu'on a vraiment une très très forte fidélité de nos clients. Donc ça c'est un super bon signe, parce que ça veut dire qu'on répond vraiment à un besoin et qu'on a su répondre à la demande de nos clients qui revient tout le temps, c'est d'avoir quelque chose de simple d'utilisation. Donc ça c'est très positif, et donc là en ce moment on fait passer 1000 tests, un peu plus de 1000 tests par mois. Donc ça, voilà, on est content. Financièrement, on n'est pas encore à l'équilibre, mais on sent qu'on est sur la bonne voie. Et on a aussi des bons retours à l'international. Parce qu'aujourd'hui, on est en multilingue. On est en bilingue anglais-français, et on a une partie du logiciel qui est traduit en chinois et en espagnol. Donc ça nous permet d'essaimer un peu à l'international. D'accord. Pour rebondir sur ça également, en fait, c'était par rapport au modèle économique. Donc le seul modèle économique, c'est ce que vous proposez, c'est-à-dire des formules pour chaque type de... Ouais, en fait, c'est du SaaS. Donc c'est vraiment dû à la consommation. Il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de droit d'accès à la plateforme, il n'y a pas de frais de personnalisation des tests. C'est au nombre de tests. Et voilà, c'est au nombre de tests. Et alors après, évidemment, on a plusieurs formules. On a complètement à la consommation, des packs de tests et des abonnements. Après, j'ai vu qu'il y avait une formule, je sais pas si c'est pour les grandes écoles ou en fait, il y avait une colonne sur mesure. Et donc, est-ce que là, vous faites c'est selon le client, donc ça peut être peu importe la taille de... Alors en fait non, le sur-mesure c'est plutôt pour les grands groupes. Les grands groupes. Grands groupes qui vont vraiment nous acheter des tests en volume, et à ce moment-là on voit avec eux quelle est la formule qui leur convient le mieux. Parce que par exemple des groupes de recrutement comme Manpower vont avoir des contraintes vis-à-vis de leurs agences de recrutement qui sont en fait des agences plus ou moins indépendantes, qui ont leur compte de résultats propres, et qui du coup il faut imaginer un système de facturation qui soit adapté à leurs contraintes de facturation à eux, qui en fait refacturent le service aux agences. Donc c'est pour ça que les gros clients, ils ont souvent pas des contraintes, mais des habitudes auxquelles il faut s'adapter pour que toujours rester dans cette logique de facilité d'utilisation. Est-ce que vous avez dans le projet en fait d'internationaliser parce que maintenant vous m'avez dit qu'il est en bilingue, mais est-ce que ça veut dire que vous avez aussi des clients qui peuvent être d'un pays extérieur ou... Ouais, tout à fait, ouais. C'est l'avantage d'être distribué complètement en cloud, c'est que donc le logiciel il est accessible partout. Et donc là aujourd'hui on a déjà un distributeur au Canada qui fonctionne très bien. Et on est en train de recruter petit à petit des distributeurs un peu partout. Donc en gardant une logique sauf sur la Chine et les États-Unis, où là on veut s'implanter en propre. Parce que c'est les deux plus gros marchés, et on n'a pas envie de confier ça à un distributeur. On veut faire ça vous-même. Exactement, et c'est vrai que le distributeur, pour se déployer à l'international, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est des gens qui connaissent très bien leur marché, qui ont déjà des réseaux locaux, et qui donc ont beaucoup de facilité à développer Tokosk sur leur marché. Et au niveau de l'évolution de votre offre en fait, est-ce que vous allez toujours rester sur... Vous avez dans le but de rajouter peut-être d'autres applications, ou bien vous, pour l'instant vous avez seulement vous restez sur tout ce qui est bureautique en fait, c'est-à-dire le pack office? Il y a deux choses en fait, dans la mesure où nos marchés c'est quand même beaucoup le recrutement et la formation. Sur la partie recrutement, on a complété notre offre avec des tests de vitesse de frappe, des tests de maîtrise de la langue maternelle, c'est-à-dire grammaire, orthographe, conjugaison, et des tests de langue étrangère. Parce qu'en fait, c'est le panel de tests qu'utilise un recruteur standard.
donc pour qu'ils aient tous les tests sur la même plateforme. Donc ça c'est une première chose. Donc ça c'est déjà en place et c'est très utilisé, notamment les tests de langue maternelle. En fait c'est quelque chose c'est une offre qui est assez peu proposée et alors qu'en fait il y a un besoin croissant parce que en fait c'est bête mais depuis 10-15 ans les méthodes d'enseignement ont changé et donc il y a un vrai problème d'orthographe sur les populations qui arrivent sur le marché du travail. Donc c'est quelque chose que les recruteurs demandent de plus en plus à tout niveau de formation. Donc ça c'est un marché qui est intéressant. Et concernant la partie formation, on est en train de développer une offre de e-learning pour pouvoir proposer aux entreprises le panel complet évaluation, formation, certification. Parce que moi je voyais dans les petites par exemple un logiciel, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des logiciels de gestion, c'est-à-dire que ce soit des logiciels de gestion de factures ou bien gestion de stock. Ce genre de logiciels sont très répandus chez certaines sociétés. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez la possibilité de vous adapter aussi, d'adapter aussi votre solution à ça? Alors évidemment il y a des contraintes. Selon le client, il y a des contraintes techniques. Il faut que le logiciel soit scriptable. Il faut qu'on puisse comme c'est quand même une solution qui est assez lourde, on veut rester sur des logiciels très mainstream quoi, qui soit vraiment un gros marché parce que il y a des frais de R&D qui sont assez importants, donc il faut pouvoir les amortir. Après c'est vrai qu'on nous pose régulièrement la question, notamment sur les logiciels de graphisme par exemple pour Publisher, Photoshop, et c'est une question qu'on étudie mais pas à court terme. Enfin ce sera peut-être d'ici 3-4 ans. Bon, moi j'ai vu certaines personnes, j'ai lu un peu par-ci par-là en fait comment vous avez été reçus au niveau de la presse et tout, et j'ai vu qu'il y en a qui disaient que, je sais pas si c'est vous qui aviez cette ambition, mais en fait de pouvoir être intégré au même titre que dans les systèmes scolaires par exemple, au même titre que le TOEIC par exemple. C'est-à-dire que ça devienne une certification indispensable. Est-ce que c'est quelque chose c'est comme ça que vous voyez le truc? Ouais, ça c'est ce qu'on continue de travailler auprès des grandes écoles effectivement, qui nous utilisent de plus en plus pour effectivement eux leur problématique c'est de mettre sur le travail des produits finis quoi, qui soient opérationnels le plus vite possible en entreprise. Et donc ça rentre complètement dans leur logique. Et après c'est vrai que ça reste dans l'enseignement supérieur quelque chose qui est assez peu enseigné parce que les établissements ont tendance à considérer que c'est quelque part des compétences qu'on doit acquérir, qu'on doit soit que c'est déjà acquis, soit qu'on doit s'auto-former. Ce qui est pas ce qu'on peut comprendre comme logique. Sauf que du coup ça fait des autodidactes qui sont passés à côté de beaucoup de choses. Donc c'est vrai que la certification a deux vertus. Donc déjà valider ses acquis pour soit les entreprises qui forment, soit les élèves qui ont passé 1 an de stage dans le cadre de leur process, dans le cadre de leur formation et qui du coup ont acquis des compétences. Et ça permet aussi de faire prendre conscience aux élèves qui sont passés à côté d'un certain nombre de choses. Et après, les écoles, souvent dans cette logique-là, reforment derrière, mais ponctuellement sur certains points. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'utilise beaucoup les Word, j'utilise beaucoup Excel, mais il y a beaucoup de fonctionnalités que je suis sûr que je ne suis pas capable de maîtriser en fait. Il y a plein de choses dans ces logiciels-là qui ne sont pas visibles directement. Sur Excel surtout, on peut faire énormément de choses, mais on n'utilise que les fonctions basiques quoi. Voilà, et à la limite on s'en sort avec les fonctions basiques, mais en fait on perd un temps fou, et puis les fichiers sont pas forcément réutilisables après, et donc c'est comme ça qu'on travaille avec les écoles, mais là encore on cherche pas du tout la petite bête, la fonction, c'est vraiment rester sur les fonctions pas les fonctions de base, mais les fonctions qui seront utiles tous les jours. Pas faire quelque chose d'exhaustif. Okay. Voilà, au niveau du financièrement, vous m'avez dit que vous étiez pas encore rentable.
Donc est-ce que vous avez réussi quand même à avoir du financement extérieur ou quelque chose? Alors en fait, une grosse partie de la R&D a été financée par des subventions à l'innovation. Et en juillet 2012, on a levé des fonds auprès de gros business angels, on a levé 500 000 euros. Ce qui effectivement permet de financer le démarrage, quoi. Ok. Et j'ai vu aussi que vous aviez été intégré à pas mal de comment ils appellent ça déjà ? Voilà, d'incubateurs. Ouais. J'étais quand même étonné quand j'ai vu la liste. Et est-ce que quand même ça vous a aidé en fait à vous faire connaître un peu plus, ou bien est-ce qu'ils les incubateurs dans lesquels vous avez été intégré, est-ce qu'ils vous ont aidé en fait? Ouais, alors pas forcément financièrement, mais en fait, ils nous aident financièrement parce qu'ils nous aident sur la partie subvention. Parce qu'en fait, le fait d'être dans un incubateur parapublic est déjà une première garantie pour Oseo, ouais. qui est l'organisme principal qui valide les subventions. Donc à ce niveau-là, ils nous aident. Et ils nous aident aussi par la renommée qu'ils apportent, parce que c'est pareil, que ce soit auprès d'un client, auprès d'un premier prospect, auprès d'un VC, auprès d'un business angel. Le fait de savoir qu'on a été, parce que c'est quand même des trucs qui sont assez sélectifs. Ouais. Donc le fait de savoir qu'on a été intégré à voire plusieurs incubateurs est un point assez positif pour eux. Ça leur permet aussi de savoir qu'on est encadré et suivi. Et puis par ailleurs, l'incubateur, ça nous a apporté un réseau d'entrepreneurs qui démarrent leur boîte, donc qui ont rencontré probablement les mêmes problématiques que nous, donc qui ont parfois déjà des réponses, que ce soit sur du recrutement, une techno, différents points, et aussi souvent de la formation. Donc on avait toutes les semaines des formations sur le web marketing, plein d'éléments comme ça qui permettent de pas se sentir tout seul et de progresser sur les points qui sont pas notre cœur de métier, quoi. D'accord. Globalement, c'était tout. Est-ce que vous avez quand même des choses à rajouter, s'il y a des choses que j'aurais pu manquer ou quelque chose comme ça? Non, je réfléchis, mais je crois qu'on a pas mal fait le tour. Non, comme ça, non. Après, peut-être sur le point du financement, c'est vrai qu'on a fait le choix de tout développer en interne, ce qui n'est pas forcément le cas des startups qui se montent. Et c'est vrai que je pense qu'économiquement, c'est très efficace, parce que ça coûte en général beaucoup moins cher quand on a réussi à recruter les bonnes personnes, de développer une techno en interne que de la sous-traiter à des agences ou du conseil en IT. Qui sont souvent très coûteux, qui dérapent en général sur les délais et qui font qu'après on n'a pas la main sur la techno. Oui, au niveau vous m'avez dit que vous étiez en fait il y a autant de commerciaux que de développeurs. De développeurs en fait. Mais à terme, je pense qu'on va pas tellement enrichir l'équipe de développement, et que ça va être plutôt du côté commercial que ça va se développer. Donc en fait concrètement, même tout ce qui est technique, c'est vous qui le faites en interne. Ouais. C'est même, en fait, vous m'avez dit que vous aviez c'était basé sur du SaaS. Du SaaS, oui. Et donc en fait, l'infrastructure elle est faite directement ici. Alors l'infrastructure est ici, et en fait c'est vrai que comme on est tout en cloud, tout est hébergé chez Amazon, et que ça nous, entre guillemets, ça nous économise énormément de main d'œuvre, parce qu'il n'y a pas d'administration, il y a très peu d'administration serveur, il y a pas donc toute cette partie là est sous-traitée. Ça va être plus de la surveillance, de la gestion, plutôt que vraiment du technique sur place en fait. Toute la partie serveur, oui, est sous-traitée, mais il reste que tous ces éléments cloud, il y a beaucoup de développement pour que tout fonctionne, pour qu'il soit relié, pour que on sache comme tout est automatisé, pour que la bonne machine débarre au bon moment, avec le bon test, il y a beaucoup de développement, mais c'est vrai que le fait d'avoir tout hébergé en cloud nous économise beaucoup d'investissement déjà, puisqu'il n'y a pas de serveur à acheter, et de personnel affecté à la gestion des serveurs.
Et à terme, voilà. À terme, en fait, au niveau des clients que vous visez, est-ce que vraiment vous allez toujours vous concentrer sur les boîtes de recrutement, les écoles, ou bien est-ce que vous allez vraiment essayer de vous concentrer tout ce qui est sur l'enseignement? Parce que je pense que... Non, je pense qu'on va garder ces marchés en parallèle. Parce que ouais, ça fonctionne toujours quoi, donc parce que globalement l'enseignement c'est un bon vecteur de renommée justement pour construire la marque, c'est pas mal parce que ça touche beaucoup de monde. S'il y a des étudiants qui affichent leur score TOCOS sur leur CV, après ça va sur des bureaux de recruteurs, tout ça, c'est pas mal pour la renommée, mais il reste que c'est un secteur qui a assez peu d'argent et qui comme les écoles savent qu'elles sont justement des vecteurs de communication, elles sont habituées, et chacun y trouve son compte, à avoir des tarifs très avantageux. Donc on pratique pas du tout le même pricing sur les écoles que sur le B2B. Donc en fait on a l'enseignement qui nous aide à construire notre marque et le B2B qui nous aide à rentrer de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est important de garder ces deux secteurs en parallèle. Ah voilà. En fait, c'est au niveau comment ça se passe en fait, par exemple pour les clients, c'est-à-dire étant donné qu'il n'y a pas de particuliers qui utilisent ce système, en fait, eux ils ont un accès sur le back office. Est-ce que on leur crée un compte, c'est eux qui créent eux-mêmes le compte, ou bien est-ce que c'est vous qui vous mettiez en rapport avec eux et en fait vous leur faites un compte où ils vont gérer plusieurs utilisateurs qui vont passer les tests? En fait, comment ça fonctionne? donc on ouvre un accès au back-office pour les clients. Et eux, à partir du back-office, ils ont deux possibilités. Donc, soit envoyer des invitations par email à leurs candidats. Donc là, ils copie-collent la liste des emails et puis ils envoient. Et donc, chaque candidat reçoit un email avec le lien, il clique et il passe le test. Donc ça, c'est pour les gens qui font passer les tests à distance. Et pour ceux qui font passer sur place, en fait, en général, ils enregistrent sur les PC de test les liens vers les différents tests et donc ils mettent le candidat devant le poste et ils démarrent le test comme ça. Et après, ils récupèrent, donc soit ils ont des alertes email dès qu'un candidat a passé un test, soit ils se connectent à leur espace administrateur pour avoir la liste des candidats qui ont passé des tests, et à partir de là, ils ont plusieurs outils pour comparer les résultats, avoir des résultats vraiment très détaillés. Et aussi, ce qu'on fait avec les gros clients, c'est qu'on a une API qui permet de s'intégrer à leur système de gestion des candidatures ou de gestion du personnel. Okay. Et au niveau des temps, justement, pour les passages vous m'avez dit que ça durait environ 1 heure, 1 heure et demie. Alors 1 heure, c'est pour la certification. Ouais. Donc, pour des tests de recrutement standard, en général, on est à 20 minutes. 20 minutes, ok. Donc en fait, est-ce qu'il y a une mesure du temps par rapport à la personne qui est testée? C'est-à-dire, il y a une mesure du temps qui en fait a plus vocation à s'assurer que la personne passe pas trop de temps sur le test et qu'elle n'aille pas chercher son copain pour lui demander. En revanche, ça rentre pas en compte dans le calcul du score parce qu'en fait, il y a trop de disparité entre les connexions internet des utilisateurs, et donc il y en a qui peuvent avoir quelque chose d'assez lent. Et du coup, ça serait injuste de le faire rentrer dans le calcul. Ok. Tout ça. En fait, à la base, est-ce que vous démarchez plus les clients, ou bien est-ce que c'est plus vous avez plus de clients qui vous demandent directement? C'est un peu équilibré. C'est un peu équilibré. Ouais. Non, je dirais que c'est quand même plus du démarchage. Je dirais que c'est 1/3 d'appels entrants et 2/3 de démarchage. Parce que je sais qu'on a la possibilité de s'inscrire sur le site. Mais l'inscription sur le site, est-ce que ça permet Ça permet pas de créer son espace client. Voilà, ça permet pas. Il faut forcément qu'il y ait un contact. Ah, ok. Bah, ça sera tout. Ok. En tout cas, je vous remercie pour les réponses aux questions. Mais pas de problème. Voilà. Ok. Et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.